Bienvenue, frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégos, la chaîne où l'histoire prend vie. Aujourd'hui, nous chevauchons à travers le temps pour découvrir la légende de Rodrigo Diaz de Vivar, le Cid Campeador, le chevalier qui défia les rois, combattit pour son honneur et forgea son propre destin au cœur de la Reconquista. Héros, mercenaire ou mythe immortel. Avant de brandir l'étendard, laissez un like, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Stratégos pour encore plus d'histoires de gloire et de guerre. En avant, l'histoire nous appelle. Première partie, origine et jeunesse. En l'an 1043, dans le petit village de Vivar, à quelques kilomètres de Burgos, naquit un enfant qui, avec le temps, deviendrait la plus grande légende de l'Espagne médiévale. Son nom, Rodrigo Diaz. Son destin, forger une gloire qui transcenderait l'histoire pour entrer dans la mythologie. L'Espagne de son époque était un territoire divisé, une terre en flammes où l'épée dictait le sort des hommes. Le califat de Cordoue s'était effondré, laissant place au royaume de Taïfas, de petits États musulmans fragmentés, faibles, mais encore riches et puissants. Face à eux, les royaumes chrétiens du Nord, Léon, Castille, Navarre et Aragon, commençaient leur expansion, exploitant la faiblesse de leurs ennemis. C'était une époque d'alliances fragiles, de trahisons constantes et de guerres où chrétiens et musulmans ne combattaient pas toujours dans des camps opposés. Rodrigo ne naquit pas dans une famille royale, mais il n'était pas non plus issu de la misère. Il était le fils de Diego Lainez, un chevalier de la petite noblesse castillane. Son lignage ne lui garantissait pas un trône, mais lui offrait la possibilité de tracer son propre destin. Dans la Castille du XIe siècle, la noblesse guerrière n'avait qu'un seul moyen d'ascension, l'épée. Dès son enfance, Rodrigo comprit que seuls les plus forts survivaient. Il grandit dans les plaines castillanes, affrontant le froid des hivers burgalais et la rudesse d'une vie marquée par la guerre. Il apprit à monter à cheval avant de savoir écrire, à manier l'épée avant de comprendre la politique. Et lorsque vint le moment de sa formation, son destin le conduisit à la cour du roi le plus puissant de son temps, Ferdinand Ier de Léon et Castille. Si la Castille voulait survivre dans un monde de guerre incessante, elle avait besoin de chevaliers formés à la stratégie et au combat. Par son lignage, Rodrigo avait le droit de recevoir son éducation à la cour de Ferdinand Ier, où il apprendrait l'art de la guerre et de la politique. Ferdinand Ier, surnommé le Grand, était un monarque rusé et ambitieux. Il avait réussi à unifier Léon et Castille, étendant son pouvoir sur les territoires musulmans et consolidant son autorité. Rodrigo, encore adolescent, fut envoyé à la cour, où il entra au service d'un noble de grand prestige, le comte de Cea. Ce dernier prit en charge sa formation militaire et lui inculqua les valeurs essentielles d'un chevalier: la loyauté, la stratégie et l'importance de l'honneur. Mais la personne qui marquerait le plus sa vie ne fut pas son maître, mais son compagnon d'entraînement, Sanche, le fils aîné du roi. Sanche et Rodrigo grandirent ensemble, s'entraînèrent ensemble et, avec le temps, devinrent des frères d'armes. À la cour, Rodrigo apprit non seulement à manier l'épée, mais aussi à lire, à écrire et à négocier. Il ne suffisait pas d'être un bon guerrier. Pour survivre en Castille, il fallait comprendre les rouages du pouvoir. En 1065, la stabilité que Ferdinand Ier avait bâtie s'effondra avec sa mort. Suivant la tradition navarraise, au lieu de laisser son royaume unifié, il le divisa entre ses fils. Sanche reçut la Castille, l'aîné et l'héritier naturel du trône. Alphonse obtint Léon, le plus rusé et calculateur. Garcia hérita de la Galice, le plus faible des frères. Urraca et Elvire, ses filles, reçurent Zamora et Toro respectivement. Cette division était un désastre annoncé. Castille, Léon et Galice ne pouvaient coexister sans conflit, et Sanche, convaincu qu'il devait restaurer l'unité du royaume, prit les armes. Rodrigo, son plus fidèle compagnon, devint son alférez réal, sa main droite sur le champ de bataille. Les guerres entre frères éclatèrent rapidement. Sanche envahit la Galice,
battant Garcia et le forçant à fuir à Séville. Puis il marcha contre Léon, affrontant son propre frère Alphonse. Rodrigo était présent à chaque bataille. Son habileté et sa bravoure firent de lui une figure redoutée sur le champ de bataille. Les chroniques racontent qu'il combattait avec une fureur inégalée, qu'aucun ennemi ne pouvait résister à sa charge. Finalement, Alphonse fut vaincu et contraint à l'exil dans la taïfa de Tolède. Castille, Léon et Galice étaient désormais entre les mains de Sanche. Mais un dernier obstacle subsistait, Zamora. Zamora, gouverné par l'inflexible Urraca, sœur de Sanche, refusa de se rendre. Le roi castillan, sûr de sa puissance, assiégea la ville en 1072. Ce fut un siège long et éprouvant, mais tout bascula avec l'apparition d'un homme qui allait marquer l'histoire. Bélide Adolphe. Ce noble léonnais, animé d'un profond ressentiment envers Sanche, se présenta devant lui avec la promesse de l'aider à prendre la ville. Sanche, avide de victoire, l'écouta. Mais Bélide Adolphe n'était pas un allié, mais un traître. Dans un acte de tromperie légendaire, il attira Sanche loin de ses troupes et, dans un instant d'inattention, lui planta une dague en plein cœur. Rodrigo arriva trop tard. Son ami, son roi, son frère d'armes gisaient à terre, se vidant de son sang. Zamora ne tomba pas, mais Sanche, lui, succomba. Avec sa mort, le destin de la Castille bascula à jamais. Sanche n'ayant pas d'héritier, la couronne revint au seul frère survivant, Alphonse VI, le roi que Rodrigo avait combattu et vaincu sur le champ de bataille. Alphonse revint de son exil à Tolède et se proclama roi de Léon, Castille et Galice, accomplissant ainsi ce que Sanche avait tant désiré, mais sans avoir à lever l'épée. Pour Rodrigo, ce nouvel ordre était périlleux. Il avait été le plus loyal envers Sanche, l'homme qui avait humilié Alphonse en guerre. Désormais, il se retrouvait à la cour d'un monarque qui le voyait d'un mauvais œil, entouré de nobles qui ne lui pardonnaient pas ses succès. Le Cid, encore jeune, encore plein d'ambition, n'avait d'autre choix que de prêter allégeance à Alphonse VI. Mais Alphonse n'oublierait jamais qui avait été son ennemi. Deuxième partie. Exil et premières années comme mercenaire, année 1072. La Castille est en crise après l'assassinat du roi Sanche II. Avec sa mort, Alphonse VI, l'ancien ennemi de Sanche, revient d'exil à Tolède et se proclame roi de Léon, Castille et Galice. L'unification que Sanche avait cherché à obtenir par l'épée, Alphonse l'obtint par l'astuce et le soutien de la noblesse léonaise. Mais il y avait un problème. Personne en Castille n'oubliait qu'Alphonse avait été vaincu par son frère et qu'il n'avait retrouvé son trône qu'après l'assassinat de Sanche à Zamora. À la cour, les rumeurs se propageaient comme un incendie en plein été. Alphonse avait-il été impliqué dans la mort de son frère? Rodrigo Diaz de Vivar, fidèle alférès de Sanche, ne pouvait ignorer ses soupçons. On raconte que, dans un acte de défi, il exigea qu'Alphonse jure publiquement qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Sanche. Ce serment eut lieu dans l'église de Santa Gadea, à Burgos. Là, Rodrigo, selon la légende, força le roi à prononcer le serment sacré devant Dieu et les nobles castillans. Mais un tel acte n'était pas sans conséquences. Alphonse VI n'oublia jamais cette humiliation. Dans sa nouvelle cour, entouré de nobles léonnais qui se méfièrent de Rodrigo, le destin du chevalier de Vivar était scellé. Il ne fallut pas longtemps pour que son étoile commence à pâlir. Avec Alphonse VI consolidé sur le trône, la noblesse de cour, en particulier les magnats léonnais, commencèrent à empoisonner l'oreille du roi contre Rodrigo. Ils ne le voyaient pas comme un allié, mais comme un obstacle. Rodrigo était un Castillan loyal à Sanche, trop puissant, trop indépendant. Le moment décisif arriva en 1081, lorsqu'Alphonse VI l'accusa d'avoir agi sans permission lors d'une incursion contre la taïfa de Tolède. Il fut accusé d'avoir pillé des terres sous la protection du roi, un acte considéré comme une trahison. La vérité sur ces accusations reste incertaine, mais ce qui est clair, c'est qu'Alphonse saisit l'opportunité pour se débarrasser de lui. La punition fut sévère et irrévocable. Rodrigo fut exilé de Castille. Son titre, sa position à la cour, ses richesses, tout lui fut retiré. Il n'était plus qu'un chevalier sans roi,
sans terre et sans foyer, accompagné seulement d'un petit groupe de fidèles qui décidèrent de le suivre dans son exil. Pour n'importe quel autre homme, cela aurait été la fin. Mais pour Rodrigo Diaz de Vivar, ce fut le début de sa véritable légende. Sans royaume pour l'accueillir, Rodrigo dut trouver un nouveau moyen de survivre. Et dans l'Espagne du XIe siècle, la guerre était la plus grande source de richesse et de pouvoir. Si les rois chrétiens lui tournèrent le dos, peut-être que les musulmans pouvaient lui offrir un avenir. Le Cid se dirigea vers la taïfa de Saragosse, où régnait Al-Mu'tamin, un émir rusé qui avait besoin de guerriers expérimentés pour défendre son territoire. Les taïfas musulmanes étaient de fragiles, divisées et constamment menacées, aussi bien par d'autres seigneurs musulmans que par les chrétiens du Nord. Rodrigo, avec son expérience militaire et son armée de mercenaires, était un allié inestimable. Ainsi commença sa vie de guerrier mercenaire, combattant non pas pour un drapeau, mais pour son propre destin. Au service d'Al-Mu'tamin, Rodrigo affronta ses propres compatriotes chrétiens. Cela n'avait rien d'inhabituel à l'époque. Chrétiens et musulmans s'alliaient, selon leurs intérêts, au-delà de la religion. L'un de ses plus grands ennemis durant cette période fut Sanche Ramirez, roi d'Aragon, qui cherchait à étendre son influence sur les terres de Saragosse. Le Cid, à la tête de son armée composée de Castillans, de musulmans et de soldats de fortune, le vainquit à plusieurs reprises, consolidant sa réputation de chef militaire invincible. Mais sa plus grande victoire restait encore à venir. Son adversaire le plus redoutable durant ses années d'exil ne fut pas un musulman, mais un chrétien, Berenguer Ramon II, comte de Barcelone. Ce noble catalan tenta de stopper l'expansion d'Al-Mu'tamin sur les terres côtières méditerranéennes, ce qui le mit en conflit direct avec le Cid. En 1082, près de Morella, les deux armées s'affrontèrent dans une bataille décisive pour la renommée de Rodrigo. Le comte de Barcelone possédait une armée bien organisée et disciplinée, mais il ne disposait pas d'un chef aussi rusé que le Cid. Rodrigo utilisa des tactiques innovantes, attirant les Barcelonais sur un terrain défavorable, avant de lancer une charge dévastatrice qui brisa leurs lignes. La défaite de Berenguer Ramon II fut totale. Le comte fut capturé et humilié. Rodrigo lui rendit sa liberté, mais seulement après lui avoir retiré tout prestige et avoir solidifié sa réputation comme le plus grand guerrier de son époque. Après Morella, personne dans la péninsule ne doutait du pouvoir du Cid. Son armée, composée de soldats d'origines diverses, était une machine de guerre implacable. Il n'était plus seulement un chevalier exilé, il était désormais un seigneur de guerre capable d'affronter n'importe quel ennemi et d'en sortir victorieux. Pendant que Rodrigo accumulait les victoires et la richesse, la situation changeait en Castille. Une nouvelle menace se profilait à l'horizon, les Almoravides. Ces guerriers venaient du nord de l'Afrique, appelés par les taïfas musulmanes pour se défendre contre l'expansion d'Alphonse VI. Mais les Almoravides n'étaient pas de simples alliés temporaires, ils étaient des fanatiques religieux, avec une armée disciplinée et une ambition qui dépassait la simple défense des taïfas. Leur véritable objectif était de soumettre toute la péninsule sous leur domination. En 1086, les Almoravides infligèrent une lourde défaite à Alphonse VI lors de la bataille de Sagrajas, mettant en péril la stabilité de la Castille. Le roi, qui avait autrefois exilé Rodrigo, voyait désormais en lui une ressource précieuse. Il avait besoin de guerriers comme le Cid pour contrer la menace africaine. Ainsi commença un rapprochement prudent. Rodrigo, qui n'était plus un simple chevalier mais un chef de guerre à la tête d'une armée autonome, savait que son destin et celui de la Castille étaient liés. L'exil avait transformé le Cid. Il n'était plus un alférez au service d'un roi. Il était maintenant un leader indépendant, avec sa propre force militaire et sa propre légende. Et cette légende était sur le point d'atteindre son apogée, la conquête de Valence. Troisième partie, la reconquête de Valence, année 1086. La Castille tremble. Alphonse VI, le roi qui avait réussi à unifier les territoires de Léon, Castille et Galice, vient de subir la plus grande humiliation de son règne. Les Almoravides, une secte guerrière venue d'Afrique du Nord, ont débarqué dans la péninsule ibérique à l'appel des rois de Taïfas.
Leurs armées ne ressemblent en rien aux musulmans qu'Alphonse avait combattus auparavant. Ce sont des fanatiques religieux, disciplinés et organisés, des soldats endurcis par des campagnes dans le désert. Et à Sagrajas, ils ont prouvé leur supériorité tactique et militaire. La bataille fut un désastre pour les chrétiens. Alphonse VI échappa à la mort, mais son armée fut anéantie. La victoire almoravide incita de nombreuses taïfas, qui jusque-là versaient un tribut à la Castille, à reconsidérer leur allégeance. L'équilibre des pouvoirs dans la péninsule était sur le point de basculer. C'est alors que le roi se souvint de Rodrigo Diaz de Vivar. L'homme qu'il avait autrefois banni, le chevalier accusé de trahison, était désormais son seul espoir pour contenir la marée almoravide. Et bien que Rodrigo ne soit plus un simple vassal du roi, tous deux comprenaient que si les Almoravides consolidaient leur domination, il ne resterait aucun royaume chrétien debout. Depuis son exil, Rodrigo avait bâti son propre pouvoir dans la région du Levant, à la frontière entre les royaumes chrétiens et musulmans. Il n'était plus seulement un guerrier redouté, mais aussi un stratège qui avait su naviguer dans le jeu politique des taïfas. Désormais, avec le soutien indirect d'Alphonse, sa mission était claire: étendre son influence et stopper l'avancée des Africains. Le Cid entama sa campagne en fortifiant ses positions dans la région de Valence, un territoire clé. Cette ville, riche et stratégique, était gouvernée par Al-Qadir, un émir faible et sans soutien populaire. Rodrigo, fidèle à son habileté tactique, ne l'attaqua pas immédiatement. Il se présenta plutôt comme son protecteur, usant de cette position pour exercer le véritable pouvoir sur Valence. Mais les Almoravides ne tardèrent pas à réagir. En 1092, un soulèvement à Valence chassa Al-Qadir, et la ville tomba entre les mains d'un gouverneur fidèle aux Africains. Rodrigo ne pouvait pas le permettre. Si Valence tombait sous contrôle almoravide, sa domination sur le Levant serait en péril. Sa riposte fut rapide et décisive. En 1093, il assiégea la ville, coupant ses lignes d'approvisionnement et interceptant tout renfort tenté par l'ennemi. La faim et la peur firent leur œuvre. En juin 1094, Valence se rendit. Rodrigo y entra en vainqueur et prit possession de la ville, mais cette fois-ci, non pas comme un simple conquérant, mais comme son souverain. Non au nom d'Alphonse VI, ni d'aucun autre roi. Valence était désormais sienne. C'était un acte sans précédent. Pour la première fois, un chevalier sans couronne devenait le souverain absolu de l'une des villes les plus riches de la péninsule. Et il le faisait selon ses propres règles. Pour consolider son pouvoir, Rodrigo prit des décisions qui illustrèrent son pragmatisme. Bien que la population musulmane ait soutenu les Almoravides, il ne l'expulsa ni ne la massacra. Au contraire, il établit un gouvernement fondé sur la coexistence entre chrétiens et musulmans, permettant à la vie dans la cité de se poursuivre presque comme auparavant, mais sous son autorité. C'était une manœuvre intelligente. Valence avait besoin de stabilité pour prospérer, et Rodrigo savait qu'il ne pouvait pas gouverner uniquement par l'épée. Gouverner une ville ne ressemblait en rien à commander une armée. Rodrigo dut se transformer en guerrier, mais aussi en politicien, diplomate et administrateur. Son gouvernement fut un modèle de pragmatisme et d'équilibre du pouvoir. Pour renforcer sa position, il maintint les lois musulmanes pour la population islamique, leur permettant de gérer leurs affaires internes selon leurs traditions. Il intégra les chrétiens dans l'administration de la ville, garantissant ainsi leur loyauté. Il fortifia Valence pour résister à toute tentative de reconquête par les Almoravides. Rodrigo comprenait que la force militaire seule ne suffirait pas. Il lui fallait une stabilité durable. Pour cela, il recourut à la diplomatie matrimoniale. Il maria sa fille, Maria, à Ramon Berenguer III de Barcelone, scellant ainsi une alliance avec les Catalans. Son autre fille, Cristina, épousa Garcia Ordóñez, un noble castillan influent. Avec ces unions, le Cid devint une figure centrale de la politique péninsulaire, bien plus qu'un simple mercenaire ou chevalier exilé. Il était un seigneur indépendant à la tête d'un véritable royaume. Mais son plus grand défi restait à venir. Les Almoravides n'allaient pas accepter la chute de Valence sans réagir. En 1097 et 1099,
Ils tentèrent de reprendre la ville, envoyant de puissantes armées pour en chasser Rodrigo. Mais le Cid avait transformé Valence en une forteresse imprenable. Ses tactiques militaires, affinées par des années de bataille, lui permirent de repousser les attaques encore et encore. Il savait quand résister, quand attaquer et comment épuiser l'ennemi. Le gouvernement de Rodrigo à Valence devint un symbole de la résistance chrétienne contre les Almoravides, mais aussi un modèle de coexistence. Contrairement à Alphonse VI, qui tentait d'imposer son autorité par la force, Rodrigo comprenait que le pouvoir devait se bâtir sur des alliances, et non seulement sur des victoires militaires. Et pourtant, la mort n'épargne personne, pas même les plus grands héros. En juillet 1099, Rodrigo Diaz de Vivar mourut à Valence. La cause exacte de son décès reste un mystère, mais son héritage était déjà assuré. Il avait parcouru le chemin d'un simple chevalier à un exilé, d'un mercenaire à un chef de guerre, et finalement, d'un chef de guerre à un seigneur d'une des villes les plus importantes de la péninsule. Sa femme, Jimena, tenta de préserver son règne, mais sans la présence du Cid, Valence ne pouvait tenir indéfiniment. En 1102, face à la pression almoravide, les chrétiens évacuèrent la ville, et Valence retourna sous domination musulmane. Bien que son royaume n'ait pas survécu après sa mort, son histoire fit de lui un symbole immortel. Son habileté stratégique, son pragmatisme politique et sa capacité d'adaptation le distinguèrent des autres guerriers de son époque. Il ne fut pas seulement un chevalier chrétien combattant les musulmans. Il fut un leader capable de gouverner avec intelligence, de forger des alliances et de construire sa propre dynastie dans un monde en perpétuel chaos. Le Cid ne s'était pas seulement relevé de son exil. Il en avait fait la clé de son succès. Il transforma la défaite en opportunité, l'exil en indépendance, et ainsi, il traça sa propre route vers l'éternité. Quatrième partie, dernières années et mort. Année 1097. Valence est une oasis chrétienne au milieu d'une mer d'ennemis. Rodrigo Diaz de Vivar, le Cid Campeador, a accompli l'impossible, transformé le joyau du Levant en son propre royaume. Il a gouverné avec intelligence et pragmatisme, alliant l'épée à la diplomatie. Mais les Almoravides ne se sont pas rendus. De l'autre côté du détroit, les Africains renforcent leurs armées. Ceux qui ont humilié Alphonse VI à Sagrajas n'ont désormais qu'un seul objectif, arracher Valence des mains du Cid. Année après année, ils tentent d'assiéger la ville, de couper ses routes d'approvisionnement et d'épuiser sa population. Mais Rodrigo résiste. Non par loyauté envers la Castille, ni pour la gloire personnelle, mais parce qu'il sait que si Valence tombe, il n'y aura plus aucun refuge sûr dans le Levant pour ses hommes, sa famille ou ses alliés. Les batailles s'enchaînent sans répit. Un jour une victoire, un autre une défaite. La guerre est devenue une routine brutale. Et au milieu de cet enfer, le Cid demeure l'épine dorsale de son armée. Ses hommes le suivent parce qu'ils ont une foi absolue en lui. Il n'est pas seulement leur seigneur, il est le chef qui trouve toujours un moyen de l'emporter. Mais il y a une guerre que Rodrigo ne peut pas gagner. La guerre contre le temps. Les années de combat ont laissé des séquelles. Rodrigo n'est plus le jeune chevalier qui combattait aux côtés de Sanche II, ni l'exilé qui s'est forgé son propre destin par l'épée. Les blessures ne guérissent plus comme avant. La fatigue alourdit ses os et la maladie commence à le ronger. Les chroniques ne précisent pas quel mal l'affaiblissait, mais les signes sont clairs. Il maigrit, son endurance décline et chaque bataille lui coûte de plus en plus d'efforts. Et pourtant, il continue. Ses ennemis le voient vulnérable, mais Rodrigo a encore des cartes à jouer. Il renforce les murailles de Valence, réorganise ses troupes et maintient la discipline dans la ville. Il sait que les Almoravides lanceront une nouvelle attaque et que celle-ci pourrait être décisive. Puis, au printemps 1099, son corps cède enfin. Rodrigo tombe malade. Il ne peut plus se lever ni tenir son épée. Pour la première fois de sa vie, il est réellement impuissant. Mais Valence a encore besoin de lui. La nouvelle de la maladie du Cid se propage comme une traînée de poudre. Les Almoravides, dirigés par Muhammad ibn Tashfin, y voient leur chance. Si Rodrigo meurt,
Valence tombera. Les armées musulmanes se rassemblent pour un assaut final. La ville est au bord de l'effondrement, et le Cid le sait. Depuis son lit de mort, il donne ses derniers ordres. Il n'y aura ni reddition ni retraite. Si les Almoravides veulent Valence, ils devront la payer dans le sang. Et puis, le 10 juillet 1099, le Cid Campeador s'éteint. Pour n'importe quelle autre armée, la mort de son chef signifierait une défaite immédiate. Mais Rodrigo avait bâti bien plus qu'une armée. Il avait forgé une confrérie de guerriers prêts à se battre même sans lui. C'est ici que naît la légende. La ville est en panique. Si les Almoravides découvrent que Rodrigo est mort, ils attaqueront de toute leur force. Alors, sa femme Jimena et ses plus fidèles chevaliers mettent au point un plan désespéré. Ils attachent le corps du Cid sur son cheval, Babieca. Ils lui revêtent son armure, placent son épée Tizona dans sa main et le fixent solidement pour qu'il paraisse toujours en vie. À l'aube, les portes de Valence s'ouvrent et le Cid s'élance au galop, en tête de son armée. Les Almoravides assistent à l'impensable. Rodrigo Diaz de Vivar, le Cid Campeador, que les rumeurs disaient d'un mort, chevauche vers eux comme si la mort elle-même ne pouvait l'arrêter. L'impact psychologique est dévastateur. Les musulmans, terrorisés, croient affronter un guerrier immortel. Leur discipline s'effondre, la panique se répand, et ce qui devait être le siège final de Valence se transforme en une retraite désordonnée. Une dernière fois, le Cid remporte une bataille. Une dernière fois, le Campeador écrase ses ennemis. Mais cette victoire n'est qu'un sursis. Rodrigo a repoussé les Almoravides une fois encore, mais sans lui, la résistance chrétienne à Valence ne peut se maintenir indéfiniment. Son épouse, Jimena, prend le commandement. Elle tente de conserver la ville, mais les renforts promis par Alphonse VI n'arrivent jamais. Valence est seule, encerclée par un ennemi implacable. 2 ans après la mort du Cid, Alphonse VI prend une décision. Il ordonne l'évacuation de la ville. Plutôt que de la laisser aux mains des Almoravides, les chrétiens incendient Valence et fuient avec tout ce qu'ils peuvent emporter. En 1102, la ville retourne sous domination musulmane. C'est la fin du royaume du Cid. Mais pas de son héritage. Rodrigo ne fut pas enterré à Valence, la ville qu'il avait tant défendue. Son corps fut ramené en Castille, au monastère de San Pedro de Cardeña, où il reposa aux côtés de Jimena. Mais son histoire ne s'éteignit pas avec lui. Le Cid ne fut pas roi, mais il se tailla son propre royaume. Il ne fut pas un vassal fidèle, mais il créa sa propre loyauté. Il fut le seul chevalier à défier la volonté d'un monarque, et au lieu d'être oublié, il devint une légende. 5e partie, héritage et mythe du Cid Campeador. L'histoire de Rodrigo Diaz de Vivar ne s'est pas achevée avec sa mort en 1099. En réalité, c'est à ce moment-là que sa transformation en mythe a commencé. Et le grand artisan de cette immortalité fut le chant de mon Cid, l'épopée médiévale qui fit d'un homme un symbole intemporel. Ce poème, écrit vers le XIIe siècle, plusieurs décennies après sa mort, n'est pas une biographie fidèle de Rodrigo Diaz, mais une version idéalisée de sa vie. Conçu en vers pour être récité par des jongleurs, le chant de mon Cid n'avait pas pour but de documenter l'histoire avec exactitude, mais plutôt d'inspirer, d'émouvoir et d'exalter les valeurs chevaleresques. Le Cid de ce poème n'est pas seulement un guerrier rusé et courageux, il incarne le modèle parfait du chevalier, loyal envers son roi malgré l'exil, noble même avec ses ennemis, pieux et toujours victorieux. Mais cette image est-elle fidèle à la réalité? Rodrigo Diaz de Vivar était un homme de chair et de sang, un chef militaire brillant et un stratège sans égal, mais aussi un homme pragmatique, qui agissait avant tout dans son propre intérêt. Dans le chant, le Cid est injustement banni par Alphonse VI et lutte avec honneur pour regagner ses faveurs. Dans la réalité historique, Rodrigo fut exilé à 2 reprises et, à plusieurs reprises, il alla à l'encontre des intérêts de la Castille, allant même jusqu'à s'allier avec des musulmans. Dans le chant, toutes ces batailles sont justes et glorieuses. Dans l'histoire réelle, le Cid fut un mercenaire quand cela lui convenait, et son règne sur Valence fut marqué par la brutalité.
Dans le chant, il est le parfait héros chrétien. Dans la réalité, Rodrigo combattit aussi bien contre les musulmans qu'à leur côté, et sa loyauté dépendait des circonstances. Autrement dit, l'histoire du Cid a été réécrite pour correspondre aux valeurs et aux attentes du XIIe siècle. Une époque où la Reconquista était en plein essor, et où l'on avait besoin de héros chrétiens incontestables. Pourtant, l'essence de son histoire ne s'est pas perdue. Et si le chant de mon Cid et le Cid historique partagent un point commun, c'est bien leur intelligence militaire, leur esprit indomptable et leur capacité à défier le destin. Du Moyen-Âge à nos jours, la figure du Cid a été une source d'inspiration inépuisable. Son histoire a marqué la littérature médiévale, mais son influence ne s'est pas arrêtée là. Cependant, le Cid n'a pas toujours été perçu comme un héros. Certains historiens le considèrent comme un opportuniste, un homme qui combattait davantage pour son profit personnel que pour une cause nationale. D'autres le comparent à des figures comme Guillaume le Conquérant ou Richard Cœur de Lion, des chefs médiévaux qui, comme lui, étaient mus par l'ambition et le pouvoir, plutôt que par des idéaux religieux ou patriotiques. S'il y a un point indiscutable dans l'histoire de Rodrigo Diaz de Vivar, c'est qu'il fut un génie militaire. Il maîtrisait la guerre de guérilla, frappant ses ennemis au moment où ils s'y attendaient le moins et disparaissant avant qu'ils puissent riposter. Il créa une armée mixte, alliant troupes chrétiennes et musulmanes, chose impensable en son temps. Son leadership était charismatique et efficace. Ses hommes le suivaient non par obligation, mais par loyauté et confiance en sa capacité à les mener à la victoire. En ce sens, le Cid peut être comparé à des chefs tels que Gengis Khan, qui sut unir différentes cultures sous son autorité, ou encore à Hernán Cortés, qui utilisa des alliances stratégiques pour vaincre des adversaires plus puissants. La grande question entourant le Cid reste en suspens. Fut-il un héros de la Reconquista, ou simplement un homme qui sut jouer ses cartes avec brio? D'un point de vue chrétien médiéval, il était un champion de la foi, un homme qui vainquit les musulmans et consolida le pouvoir chrétien dans le Levant. D'une perspective plus moderne, il était un chef pragmatique, capable de s'allier aux musulmans lorsque cela l'arrangeait et de combattre les chrétiens si nécessaire. Quoi qu'il en soit, son héritage transcende le temps. Rodrigo Diaz de Vivar est mort en seigneur indépendant, non en vassal d'un roi. Il s'est forgé son propre destin, et son nom résonne encore près de 1000 ans plus tard. Le Cid n'était pas seulement un guerrier, il était un chef, un stratège, un visionnaire. Il était un homme qui transforma l'adversité en opportunité et la guerre en art. Son histoire, qu'elle soit réelle ou légendaire, continue d'inspirer. Car au final, peu importe qu'il ait chevauché mort lors de sa dernière bataille, ou s'il fut réellement le chevalier chrétien parfait. Ce qui importe, c'est que son nom n'a jamais été oublié. Et tant que son histoire sera racontée, le Cid continuera de chevaucher. Merci d'avoir suivi cette épopée jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo pour faire grandir ce projet. À bientôt, frères d'armes.